troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Grâce Okindjikiza, Gemal Taleb et Malik Kacher. Un Touareg, leader d'un groupe armé malien lié à Al-Qaïda, a été remis samedi à la Cour pénale internationale. Il est soupçonné d'avoir pris part à la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou. Pour la première fois de son histoire, la CPI va instruire un dossier concernant la destruction d'édifices religieux et de monuments historiques. Awa Barkala. Pour la première fois de l'histoire, un dossier lié au Mali, mais surtout à la destruction de monuments historiques, se retrouve à la Cour pénale internationale. Un premier suspect vient d'être transféré à La Haye ce vendredi 25 septembre. Il s'agit d'Ahmad Al-Faki El-Mahdi, responsable présumé du groupe islamiste radical Ansar Eddine. La remise par les autorités du Niger ainsi que le transfert à la Cour pénale internationale ce jour du suspect, Ahmed Al-Faki El-Mahdi, marque une évolution favorable. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'impunité, non seulement au Mali, mais aussi dans la région africaine du Sahel et du Sahara, dont les populations ont été victimes ces dernières années de crimes odieux. Ahmad Al-Faki El-Mahdi est également connu sous le nom d'Abou Tourab et suspecté de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre 10 bâtiments consacrés à la religion et de monuments historiques dans la vieille ville de Tombouctou, au Mali, entre janvier et avril 2012. Que les choses soient claires. Les charges portées à l'encontre d'Ahmed Al-Faki El-Mahdi portent sur des crimes extrêmement graves. Elles concernent la destruction de monuments historiques irremplaçables. Il s'agit d'une attaque contre la dignité et l'identité des populations entières, contre leurs racines religieuses et historiques. Les habitants du nord du Mali, principales victimes de ces attaques, méritent que justice soit faite. La procureure s'est également félicitée du rôle joué par les autorités du Niger et du Mali dans l'arrestation et le transfert d'Ahmad Al-Faki El-Mahdi. Le nord du Mali était tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe de groupes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à une rébellion dominante touareg. Gemal, que pensez-vous de la tenue d'un procès ? Je sais pas, j'ai une position qui ne varie pas. Je considère que la Cour pénale internationale est beaucoup faite pour les Africains. Je ne pleure pas pour ce monsieur, très sincèrement. Et donc, mes positions-là, malheureusement, sont absolument réduites parce que je n'ai pas l'intention de pleurer pour ce monsieur. En tout état de cause, encore une fois, j'aurais voulu que la traque se fasse aussi pour ceux qui ont tué des êtres humains. Le pillage des mausolées, la destruction du patrimoine culturel est une chose absolument importante et on ne peut pas dire le contraire. La responsabilité des membres d'AQMI est beaucoup plus large que cela, parce que leurs massacres ont dépassé les édifices culturels. Si ça s'est limité qu'à ça, ils ont pillé un pays, ils ont détruit des régions, ils ont massacré une civilisation, et parce que ce sont eux-mêmes des barbares qui ne comprennent évidemment pas l'importance de la culture. Cela dit, c'est la CPI, je vois qu'elle se diversifie, c'est pas plus mal. J'aurais aimé, moi, qu'elle se diversifie aussi dans d'autres régions, qu'elle s'occupe d'autres peuples, et qu'elle se dise que la légitimité ne peut pas se construire uniquement sur les Africains. Cela dit, je ne pleure pas pour ce monsieur-là, encore une fois. Malik, est-ce que c'était la Cour pénale internationale de s'occuper d'une telle affaire ? C'est la seule instance qui existe pour l'instant pour sujet ce cas-là. Nous espérons un jour d'avoir une cour pénale internationale qui soit au moins africaine. C'est malheureux de constater que justement tous les jugements se passent, les jugements pour crimes de guerre se déroulent en général quasiment à La Haye. Et nous aimerons voir cette Afrique souveraine au moins sur ce plan-là, sur le plan de la justice. C'est malheureux. Maintenant, il faut rappeler quand même que l'islam au Mali est un islam tolérant, même si j'aime pas mettre un adjectif islam tolérant. L'islam est par essence tolérant, donc l'islam, c'est un islam malékite, c'est un islam qui est différent de ceux prônés par ces personnes-là qui détruisent des mausolées. Donc il faut le rappeler aussi. On a tendance souvent dans beaucoup de sites d'information, dans d'autres médias, à dire que voilà, c'est un extrémiste musulman. Il ne faut pas adosser je pense, extrémiste à musulman. Il est musulman ou il est extrémiste. Et dans ce cas-là, il est proprement extrémiste, bien
comme j'ai mal, je ne pleure pas sur ce monsieur, mais un jour, j'espère que l'Afrique jugera ses propres affaires qui la concernent au premier plan et non pas à la haie. Gratien, est-ce que c'est important que la destruction d'édifices religieux, de monuments, soit considérée comme un crime grave? C'est important que ça soit considéré comme un crime grave, mais encore faut-il que d'autres crimes, surtout les crimes qui visent les humains, soient vraiment traités, disons, en priorité. Bon, désolé, on en a besoin, mais en réalité, moi, je vois, quand on voit la traque de ce monsieur, on se demande pourquoi on ne traque pas des gens qui ont tué, qui ont massacré des peuples, qui ont massacré beaucoup de gens. En même temps, moi, je déplore qu'au Mali, c'est un pays souverain, c'est un Malien. La justice malienne est capable de le juger. Je vois mal comment ces pays peut, disons, demander que ce monsieur soit extradé pour être jugé à La Haye, alors qu'il aurait pu être jugé à Bamako et servir d'exemple, le premier exemple d'un grand jugement pour que vraiment ça soit la base d'une réconciliation et en même temps la base d'un jugement pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Ça serait une très bonne chose, mais si on commence à livrer des gens, des Maliens à La Haye, finalement d'autres vont être livrés. On se demande quel est le rôle d'un pouvoir malien. Merci. Dans l'actualité économique à présent, l'Assemblée générale de l'ONU vient de faire le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, des objectifs définis il y a 15 ans pour tenter de réduire la fracture entre pays riches et pays pauvres. Le président sénégalais Macky Sall s'est exprimé à cette occasion. Awa Barkala. La communauté internationale s'est réunie du 25 au 27 septembre à New York, au siège des Nations Unies, à l'occasion du sommet des objectifs du millénaire pour le développement, mis en place depuis l'année 2000. Pour le chef d'État sénégalais Macky Sall, également président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la plupart des objectifs n'ont pas été atteints par de nombreux pays africains. Dans de nombreux pays, l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l'accès à l'énergie et aux soins ainsi que la préservation de l'environnement sont des défis qui restent encore à relever. À travers le monde, de milliers d'hommes et de femmes de tout âge vivent toujours dans une extrême pauvreté. En juillet dernier, à Addis Abeba, la 3e conférence sur le financement du développement a révélé nos limites quant à mobiliser nos ressources pour subvenir à nos politiques de développement. Un bilan mitigé pour le président Macky Sall, qui se tourne malgré tout vers les objectifs de la COP21, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui aura lieu à Paris, en France, du 30 novembre au 11 décembre 2015. D'ici à quelques semaines s'ouvrira à Paris la conférence pour le climat qui nous donnera l'opportunité d'agir ensemble, de stopper le réchauffement climatique. L'avenir de notre planète en dépend, cette planète qui est notre seul habitat, mais nous savons clairement ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. 15 ans après la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement, la communauté internationale vient d'adopter, à l'occasion de ce dernier sommet, 17 nouveaux objectifs de développement durable, ou ODD, qui doivent être relevés d'ici l'année 2030. Malik, fixer de nouveaux objectifs du millénaire pour le développement, alors que ceux fixés il y a 15 ans ne sont pas encore atteints, est-ce que ce n'est pas aller trop vite ? Oui, je suis d'accord avec vous sur ce cas-là. Je pense que se fixer des objectifs, c'est bien, mais quand on ne les réalise pas, à quoi ça sert de se les fixer? Je pense que les responsables ont cette, justement, les politiques ont cette responsabilité de faire sortir leur peuple de la pauvreté. Je pense que c'est de leur ressort. Se fixer des objectifs, c'est toujours, on a l'impression que c'est des bonnes intentions qui sont toujours comme ça citées. On promet, mais finalement on n'y arrive pas. Il faut aussi avoir la bonne politique qui va avec. Donc bon, ça c'est un reproche que je fais aux politiques. Bon, c'est difficile aussi pour eux peut-être quand ils sont au pouvoir de les réaliser. Ils ne connaissent pas forcément la situation du pays quand ils accèdent aux responsabilités. Ils promettent beaucoup avant d'accéder, mais quand ils accèdent, c'est beaucoup plus difficile. Donc peut-être un manque aussi de pragmatisme. Mais voilà, moi il faut saluer les efforts qu'a fait le Sénégal pour les OMD, mais il faut rappeler aussi à Macky Sall qu'en 2003, de 2003 à 2015, il y a eu quand même 12 ans qui sont passés. Il y a eu aussi un président avant lui, donc je pense qu'il faut pas la jouer solidaire, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des efforts qui ont été faits avant lui. Il est là en poste depuis que 2012, donc c'est aussi sous la présidence des anciens présidents du Sénégal et par exemple du président Wade qu'il y a aussi ces efforts pour réaliser ces objectifs, ces OMD. Donc voilà, je pense que les pays africains ont cette
capacité à les réaliser maintenant. Et, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de promettre tout le temps de pouvoir les réaliser. Il faut y mettre les moyens. Alors, Gemma, le Sénégal, justement, a été primé pour avoir atteint le premier objectif du millénaire pour le développement, à savoir réduire de moitié la population victime de la faim. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est quand même un pays modèle ? Pays modèle, non. Pays qui fait des efforts, incontestablement. Merci, Malik, de saluer les efforts louables et considérables faits par le président Wade pendant les 12 années où il était président. C'est un grand homme, un grand président qui a une vraie vision, une grande vision qui dépasse le Sénégal, le continent africain. Pour le reste, le Sénégal, comme tout autre pays et toute communauté au sein d'un État, se développe quand elle est capable de développer une classe moyenne qui est capable de consommer, de produire, de rechercher, de s'éduquer. Mon idole, Tijani Cham, quand on lui pose la question, et je le répète souvent sur ce plateau, pour le développement, qu'est-ce que vous préconisez? Il dit 3 choses. L'école, l'école, l'école. Je pense qu'il résume tout. Gratien, certains analystes estiment que les indicateurs de développement ne reflètent pas la réalité en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a un problème, il y a une divergence entre les OMD et le développement tout court. Parce que même les bons élèves de la Banque mondiale, du FMI, qui respectent dans la théorie libérale telle qu'on le voit en Afrique, comme beaucoup de pays sont devenus des libéraux, on se retrouve finalement avec une croissance de 5-10%, le PIB qui augmente, donc une économie qui est prospère, mais en même temps, les OMD, on a laissé de côté parce que ces OMD ne rentrent pas finalement dans le processus de la croissance de ces fameux chiffres de croissance. Quand on parle par exemple de tout ce qui est taux de mortalité pour les enfants, ou l'école pour tous, ou éventuellement la place de la femme, ou le paludisme, le sida, les gens, il y a beaucoup d'économies qui peuvent passer à côté, mais qui, avec une croissance. C'est-à-dire que finalement, il faut que nos politiciens reviennent sur la base. On a les croissances, les chiffres macroéconomiques. C'est bien pour afficher, pour que tout le monde voit, mais aussi il faut revenir vers les fondements, la base du pouvoir, la base d'un pays, c'est le peuple. C'est le petit peuple à lutter notamment contre l'extrême pauvreté qui fait mal aux citoyens, au peuple. Et on ne peut pas se contenter dans le développement de la ville, on ne peut pas se contenter aussi de l'éducation pour les nantis, mais il faut revenir vraiment sur ces OMD pour que la croissance soit partagée par tout le monde. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. 10 ans, c'est le temps qu'il faudra à l'Afrique du Sud pour plafonner ses émissions de CO2. Le pays envisage en effet d'officialiser l'objectif de Copenhague de réduction de 42% pour 2025. Pour y arriver, les autorités estiment qu'il faudra dépenser 170 millions de dollars par an durant la prochaine décennie. Malik, est-ce que cet objectif vous semble atteignable? C'est atteignable, mais je pense qu'on avait évoqué ce sujet d'ailleurs en présence de Gemal. On demande toujours aux pays africains de se développer d'une manière durable. Les pays développés avant, quand ils se sont développés durant les années normalement, notamment après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pas forcément été très regardants sur les paramètres environnementaux. Ils se sont développés, ils se sont industrialisés, ils ont créé de la richesse, ils ont créé des emplois, ils ont eu tout le loisir pour le faire. L'Afrique n'a pas eu cette chance et on impose à l'Afrique des règles trop contraignantes, à mon avis, qui peut, je dirais, enrayer son développement économique. On impose des règles qu'on ne sait pas appliquer à soi-même, notamment les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc je pense qu'il faut aussi revoir ces paramètres-là. Je ne pense pas que l'Afrique du Sud soit le plus grand pollueur au monde. Je pense qu'on le sait très bien, la Chine et les États-Unis contribuent largement à la pollution et au changement climatique. Et, ironie du sort, malheureusement, c'est l'Afrique qui souffre le plus du dérèglement climatique. Donc c'est un peu un scandale, je dirais, de demander à l'Afrique de faire des efforts sur ce plan-là. Oui, se développer d'une manière durable, très bien, mais attention à ce que ça ne soit pas des contraintes qui soient, je dirais, négatives pour le devenir économique des pays africains. Gemal, vous partagez cet avis? C'est trop d'efforts demandés à l'Afrique? Je souscris absolument à ce que Malik a dit. Je vais rajouter encore. Il y a 2 ou 3 manières de prendre le problème. Soit vous êtes un pays développé qui avait déjà pollué la planète, vous avez déjà consommé le charbon, vous avez déjà les industries qui émettent énormément de CO2. Et donc, ça y est, vous avez payé, c'est terminé. Et donc, vous avez un modèle de développement aujourd'hui qui est assez atteint et vous avez besoin de le modifier. Pour le modifier, vous avez besoin de défaire ce que vous avez fait les 50 dernières années pour le remplacer par autre chose. En fait, vous renouvelez votre économie en faisant
une offre économique nouvelle, c'est-à-dire plus de renouvelables, moins de charbon, plus d'isolation, moins de chauffage. Et donc, c'est là une économie nouvelle qui va créer des gisements et des marchés nouveaux. Quand vous vous appelez l'Afrique du Sud et que vous avez un modèle de développement, ou la Chine, ou en tout un pays, vous avez un modèle de développement posé sur autre chose, il vous est difficile parce que le choix n'est pas tellement offert. Cela dit, et c'est absolument les bémols que j'ai dit, c'est que si vous êtes un pays totalement émergent et vous êtes encore de développer donc une offre nouvelle, vous n'avez pas besoin de passer par le charbon et ce par quoi sont passées les puissances industrialisées pour vous développer un nouveau. La question c'est, est-ce que cela vous coûte un point de PIB ou pas? La réponse, selon les économistes et les experts, et je n'en suis pas un, c'est que c'est le cas. Je ne sais pas si les Sud-Africains qui sont déjà intelligents disent qu'ils sont capables de le faire et de développer des offres nouvelles avec de l'argent nouveau qu'ils vont investir. Pourquoi pas? C'est eux qui sont juges de ce qu'ils sont capables de faire. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au Burkina Faso. Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, ce fut un plaisir comme d'habitude. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Gemal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.